Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'existence même de la personnalité. Après tout, qu'est-ce que la personnalité? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle existe? A-t-elle une ou plusieurs fonctions? Si oui, lesquelles? Avant de répondre à ces questions, comme à chaque fois, il est nécessaire de définir de quoi l'on parle afin que l'on soit sûr de bien parler de la même chose, ce qui évite les malentendus. Personnalité vient du mot latin persona qui fait référence au masque de théâtre que portaient les acteurs dans l'Antiquité. Chaque masque exprimait une émotion et le nom de ce masque était persona. On peut déjà faire le lien entre la personnalité et les émotions. D'autre part, le masque traduisait la notion de stabilité. On peut d'ailleurs noter qu'aujourd'hui, si l'on pose la question aux gens « Est-ce que la personnalité c'est un concept qui est plus ou moins stable ?», on peut s'apercevoir que les gens diront que oui, la personnalité c'est quelque chose de stable. Quelqu'un qui a un score d'extraversion élevé, on suppose qu'il sera plus ou moins extraverti dans le temps, donc stable. Toutefois, il peut y avoir des facteurs qui viennent moduler un trait de personnalité tel qu'un accident, une rupture, un bref événement sporadique. La personnalité, c'est à la fois stable, mais aussi dynamique, car nous ne sommes pas les mêmes personnes à 20 ans qu'à 40 ans. L'expérience de vie vient enrichir nos pensées et comportements. En revanche, il serait peu probable de voir un enfant extraverti devenir introverti à l'âge adulte. Un autre point concernant les masques de l'Antiquité, ils étaient limités au nombre de 12, ce qui limite les nombres de facettes possibles, tout comme la psychologie différentielle qui détermine 5 dimensions de la personnalité pour différencier et situer les gens. Entre autres, il y a une ressemblance sur 2 points, l'aspect de la stabilité et l'aspect restreint du nombre de personnalités. Aujourd'hui, la question n'est pas dans le paraître, mais dans l'être. La psychologie tente de mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques telles que la stabilité, la descriptibilité et la prédictibilité. Alors finalement, qu'est-ce que la personnalité si tant est qu'elle existe? Selon Eysenck, la personnalité est l'organisation plus ou moins ferme et durable du caractère, du tempérament, de l'intelligence et du physique d'une personne. Cette organisation détermine son adaptation unique au milieu. Où est la vérité dans tout ça? Est-ce bien réel? Est-ce que la personnalité comme on la comprend existe réellement? Savez-vous comment on identifie la personnalité? Par le langage courant. Le langage est l'outil principal par lequel on va décrire les individus. Par exemple, le fait de dire que cette personne est chaleureuse. Dans la littérature scientifique, la compréhension de la personnalité se résume par le langage et les traits. C'est ce que l'on appelle l'hypothèse lexicale. On décrit donc les gens en utilisant des mots. Dans le dictionnaire, il existe 18 000 mots pour décrire par des adjectifs les gens, permettant ainsi de les différencier. On retrouve alors 4 catégories pour évaluer la personnalité par ordre du plus important au moins important. En première place, on trouve les traits de personnalité téméraires, ouverts, sympathiques, intelligents. Ils sont permanents et définitoires car ce sont des caractéristiques stables des gens. Ensuite, nous avons les états comme la colère, la joie, la tristesse qui eux sont transitoires et non définitoires. Ils sont temporaires et pertinents à un moment T. Ensuite, nous avons l'évaluation, digne, bon, mauvais. Il s'agit des comportements ou états d'un juge par rapport à une cible. Enfin, les autres, ce sont les caractéristiques physiques, talents ou situations vécues. Nous, ce qui nous intéresse dans cette affaire, ce sont les traits. On peut regrouper les traits en catégories comportementales, c'est-à-dire que l'on va résumer un ensemble de comportements par un trait. Si par exemple, on dit qu'une personne a le trait ponctuel, alors il devrait être à l'heure dans différents contextes. Si les traits sont différents, on devrait alors avoir des comportements différents. Si par exemple la personne a le trait ponctuel, elle va être à l'heure. Si elle a le trait perfectionniste, elle aura tendance à chercher dans les détails. Si la personne a le trait ouvert d'esprit, elle sera ouverte à la nouveauté. On a là 3 comportements différents, donc les traits ne sont pas liés. C'est de cette manière que les questionnaires de la personnalité décrivent la personnalité afin de prédire les comportements. On peut voir les choses d'une autre manière avec ce que l'on appelle les TIP, les théories implicites de la personnalité. Ce sont des connaissances naïves et implicites que les gens ont sur l'organisation des traits.
naïve, car c'est issu d'un apprentissage social, donc on apprend en faisant l'expérience des interactions sociales, et implicite, car il est difficile pour les gens qui utilisent ces TIP d'expliquer la rationalité de leurs connaissances. Alors, ça peut paraître compliqué de prime abord, mais en réalité c'est assez simple. Dans notre univers cognitif, donc notre esprit, nous avons des traits qui vont bien ensemble et des traits qui ne vont pas ensemble. Autrement dit, si la personne dispose de tels traits, alors il est fort possible qu'elle dispose également de tels traits. Si vous pensez qu'une personne est bienveillante, alors vous allez aussi penser qu'elle dispose du trait social, généreux, empathique, mais pas du trait égoïste, solitaire, froid, car ils ne vont pas avec le trait bienveillant. Une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi certains traits vont ensemble et d'autres non. Rosenberg et Sedlake ont identifié deux grands groupes de traits qui s'opposent. Les traits positifs, la bonté, l'altruisme, et les traits négatifs, l'égoïsme, l'hostilité. On s'aperçoit que dans le langage même, il y a une évaluation qui va venir qualifier les personnes. Ceci permet de structurer notre perception des gens. Donc qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Décrire les gens avec le langage courant amène inéluctablement à porter un jugement de valeur. La première disposition stable que les enfants apprennent sur autrui, c'est le caractère bon ou mauvais d'une personne. Nous arrivons à l'opposition de deux concepts, celui qui dit que les traits de personnalité décrivent réellement les gens, versus celui qui dit qu'il y a forcément jugement de valeur lorsque l'on qualifie une personne d'un trait de personnalité. Je pense que vous commencez à comprendre mon scepticisme de l'existence de la personnalité. Autre chose qui vient mettre à mal la théorie de la personnalité, pour un même comportement, nous pouvons y placer différentes informations évaluatives. Si par exemple quelqu'un donne son temps pour aider quelqu'un, le comportement peut être perçu comme généreux, donc positif, ou gaspilleur, c'est-à-dire négatif. Ou encore, le fait de faire des économies, on peut soit juger la personne positivement comme économe, ou soit négativement comme un radin. On peut observer que les gens ont du mal à croire que des traits descriptifs opposés soient présents chez une personne, par exemple, être généreux et économe. Les gens sont encore plus sceptiques à l'idée que les traits sur le versant évaluatif se retrouvent chez la même personne. Donc généreux versus radin et économe versus gaspilleur. On s'aperçoit que ce qui est de plus prégnant, c'est la composante évaluative des traits. Ce qui signifie que les traits n'ont pas pour fonction de décrire réellement la personnalité, mais a pour fonction de donner une valeur évaluative de l'humain dans l'organisation des traits, dans l'univers cognitif des TIP. Mitchell, en 1968, va faire une analyse des études qui cherchent à montrer que si la personne dispose d'un trait, alors on devrait observer un faisceau de comportements associés. Par exemple, si la personne est considérée comme chaleureuse, on devrait l'observer dans différents contextes tels que au travail, à la maison, les amis, etc. Or, on s'aperçoit qu'avec la corrélation des études mis bout à bout par Mitchell, on arrive à une corrélation de 0,30. Ce qui signifie que le facteur trait de personnalité prédit le comportement dans 9% des cas. C'est assez faible, voire très faible. Ce qui laisse sous-entendre que les comportements sont tributaires du contexte et de l'évaluation d'autrui. C'est ce que l'on va appeler la signature comportementale. Le comportement serait similaire quand les contextes sont familiers. Si certaines composantes de la situation changent, alors le comportement change. C'est pour cette raison que pour pallier la carence due à l'hypothèse lexicale dans les questionnaires de personnalité, on va plutôt proposer des situations similaires pour évaluer la consistance des comportements, ce qui permet d'écraser l'effet situationnel. Si je donne différents contextes et qu'à chaque fois que je choisis le comportement qui implique d'être généreux, alors on ne peut pas imputer que le comportement est dû à la situation, mais bien à un trait existant chez la personne. Une théorie qui vient mettre à mal que les traits ont une valeur réellement descriptive, c'est la distorsion systématique de Schroeder. Elle réside dans le fait que les jugements traduisent simplement la similarité conceptuelle entre les comportements. Quand l'on juge une personne a posteriori, on va modifier notre jugement de manière à faire correspondre les représentations cognitives qui vont bien ensemble. Ces évaluations sont plus proches des représentations préconçues qu'avec la réalité.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si l'on demande à un groupe de personnes de décrire les gens soit dans l'instant présent, soit plus tard, en faisant appel à ses souvenirs de l'interaction sociale, la description est altérée dans le cas d'une description a posteriori, car l'univers cognitif de l'humain tend à rendre ses représentations de manière stable, organisée, prévisible et cohérente. Il ne supporte pas l'incohérence. Ceci est notamment dû au besoin de contrôle, ce qui permet de prédire les comportements des autres. C'est probablement pour cette raison que les gens qui ne correspondent pas au TIP, on va les qualifier de bizarres. Par exemple, si la personne dispose de 2 traits de personnalité qui sont antagonistes, tels que sympathique et antipathique, on va trouver ça bizarre. Car dans notre univers cognitif, notre croyance, ces 2 traits ne vont pas du tout ensemble. C'est ça la TIP. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans une autre étude de Bourne en 1977, pour faire simple, il constitue 3 groupes composés chacun de 6 personnes. Un groupe d'étudiants en psychologie, un groupe de psychologues cliniciens et un groupe d'élèves infirmiers. On leur demande de se décrire sur la base de traits de personnalité et de faire de même sur les autres personnes qui constituent les autres groupes. L'idée était de savoir si la description que les gens ont d'eux-mêmes sera identique à celle que les autres auront sur eux. Bourne a identifié 3 indices. Le degré d'accord global. Ça concerne le jugement que les gens ont sur une personne. Le degré d'accord stéréotypique, la manière dont une personne va juger d'autres personnes appartenant au même groupe. Enfin, le 3e, c'est le degré d'accord spécifique à l'égard d'une personne qui se calcule en faisant la soustraction des 2 précédents. Les résultats montrent que 36,9% pour l'accord global, 31,6% pour l'accord stéréotypique et 5,5% sur le jugement spécifique à la cible. Qu'est-ce que l'on en déduit? Que l'on juge essentiellement grâce à des stéréotypes et catégories sociales. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je suis inspecteur des finances » et qui vous pose quelques questions pour faire votre connaissance à partir du moment où il a dit qu'il fait ce métier, ça va activer une constellation de traits et comportements que ce type de personne devrait avoir. On va donc chercher consciemment ou non à confirmer cette constellation. Donc à partir du moment où il va poser des questions, automatiquement il est probable que l'on va se dire qu'il se pose des questions car c'est son métier. On va associer des traits et des comportements et on va essayer de les superposer à la réalité. Nous disposons tous de plusieurs catégories sociales à la fois. Être un homme ou une femme, être ouvrier ou cadre, sportif ou non, les lieux de fréquentation, bref. Toutes ces informations vont activer des représentations dans notre univers cognitif et c'est ce qui va faire que ça va biaiser la représentation descriptive en lui substituant des caractéristiques dispositionnelles à partir des théories implicites de la personnalité. Alors, est-ce que la personnalité existe vraiment? On va résumer en 3 arguments qui mettent à mal son existence. Primo, l'hypothèse lexicale a montré que la description que l'on fait de la personnalité est tributaire d'un langage courant. Or, tout le monde connaît le mot sympathique, tout le monde n'aura pas systématiquement la même représentation conceptuelle du mot. Nous avons donc un biais de perception. Secondo, on a vu que les mots sont dépendants d'une valeur, donc un comportement peut être défini par un trait qui peut être dissocié en 2 autres, qui leur donnent soit une valeur positive ou négative. Par exemple, économiser se dissocie en économe vs radin. Tertio, les traits ont pour fonction de juger la valeur des gens plutôt que de les décrire. L'humain appréhende le monde par sa fonction. Une table, d'un point de vue descriptif, possède 4 pieds et une surface. Cependant, on va chercher en premier lieu sa fonction. On en fait de même avec les individus. Les traits permettent de situer la fonction des individus dans un système donné. On appréhende donc le monde social non pas d'un point de vue descriptif, mais par sa fonction. C'est d'autant plus vrai que dans le monde économique dans lequel on vit. Si l'on prend par exemple l'entretien d'embauche, les questions n'ont pas pour but de savoir d'un point de vue descriptif si la personne a tel ou tel trait de personnalité. Les questions ont pour but de savoir si la personne est capable d'avoir ces comportements dans le contexte professionnel demandé. Autrement dit, on s'en fout de savoir si vous êtes consciencieux dans la vie de tous les jours.
Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que dans le job que l'on propose, vous avez compris que c'est ce que l'on attend de vous. Alors certains me diront que du coup, ce n'est pas la réalité, mais une fiction. Nous nous inventons pour correspondre aux attentes. Et vous avez raison, c'est ce que l'on appelle l'utilité sociale dans les contextes de compétences et performances, et la désirabilité sociale dans les contextes où il y a des enjeux moraux et de convivialité. Si ça vous intéresse, je peux faire un podcast sur ces concepts qui vont davantage renforcer l'idée que ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas la personnalité, mais les contextes. Pour conclure sur cette question, le seul argument valable à mes yeux sur l'existence de la personnalité, c'est la consistance comportementale intersituationnelle. Autrement dit, malgré le changement de contexte, le présupposé trait agit sur le comportement. D'autant plus par le principe d'augmentation. Si dans une situation on s'attend au trait antagoniste, mais que malgré un contexte défavorable, le trait de la personne attendue apparaît, on va davantage lui accorder de crédit. Pour illustrer cette explication, imaginons que de manière générale, les gens, s'ils ont la possibilité de se venger sur des préjudices causés par une tierce personne. Imaginons un ami qui nous a fait beaucoup de tort et que l'on a la possibilité, sans qu'il le sache, de se venger. Ainsi pour établir un équilibre de justice personnelle. Et que, imaginons que la personne ayant subi les préjudices ait ce présupposé trait bienveillant. Dans ce cas-là, on s'attend que la personne se venge, car c'est normal. C'est une façon de soulager sa douleur. Je pense d'ailleurs qu'il est plus vrai que ça arrive étant enfant qu'adulte. Mais bref, on s'attend à la vengeance, car c'est le comportement considéré normal. Or, la personne décide au contraire de lui pardonner et d'accepter ses faux pas. Elle fait donc preuve de bienveillance. Alors, on va encore plus attribuer à la personne le trait bienveillance, car la situation n'est pas du tout propice à l'émergence de ce fameux trait bienveillance. Bien au contraire. Donc je pense que dans ces cas-là, on peut commencer à parler de traits de personnalité. Et vous, alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que la personnalité prédit les comportements ? Je vous laisse répondre à ces questions dans les commentaires. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne. On se retrouve très prochainement.